Il s'était donc offert une chasse. Il aurait aussi bien pu s'acheter des chevaux de course ou un yacht, mais Hugo avait peur des chevaux et se sentait mal dès qu'il mettait le pied sur un bateau. Même cette chasse, il ne la conservait que pour son standing, car il était un piètre chasseur et n'aimait pas tirer sur des chevreuils sans défense. Il s'en servait pour inviter les hommes d'affaires avec qui il était en relation, et c'est eux, aidés en cela par Louise et le garde-chasse, qui se chargeaient d'abattre le nombre de bêtes prescrits. Et lui, pendant ce temps, allongé dans une chaise longue devant son chalet, somnolait au soleil, les mains croisées sur le ventre. Il était en permanence dans un tel état de fatigue et de surmenage qu'il s'endormait sitôt assis. Un homme très grand et très gros, habité d'obscures frayeurs et épuisé de fatigue. Je l'aimais bien, et je partageais son amour de la forêt et son goût pour les journées tranquilles passées au chalet. Je restais près de lui sans le déranger pendant qu'il dormait dans son fauteuil. Je faisais de courtes promenades, et j'étais heureuse de jouir un peu du calme après l'agitation de la ville. Louise chassait avec passion. C'était une rousse à la santé robuste qui flirtait avec tous les hommes qui croisaient son chemin. Comme elle détestait tenir une maison, elle était ravie que je m'occupe de Hugo, que je lui prépare son chocolat ou lui mélange ses innombrables mixtures. Il était si maladivement préoccupé de sa santé que je n'arrivais pas à comprendre qu'il fasse de sa vie une course perpétuelle, avec comme seul plaisir quelques petits sommes au soleil. Il était très douillet, et, en dehors de son incontestable sens des affaires, peureux comme un petit enfant. Il avait un grand besoin d'ordre, et par crainte de manquer, ne voyageait jamais sans 2 brosses à dents. Il possédait plusieurs exemplaires de chaque objet d'usage courant, et il en tirait visiblement un certain sentiment de sécurité. Il était aussi très cultivé, plein de tact, et très mauvais joueur de cartes. Je ne me rappelle pas avoir eu avec lui une conversation de quelque importance. Il tenta bien, une fois ou deux, de s'aventurer dans cette direction, mais il y renonça vite, sans doute par timidité ou parce que cela lui aurait demandé un trop grand effort. Je préférais d'ailleurs, car le seul résultat aurait été de nous mettre tous les 2 mal à l'aise. À cette époque, on parlait beaucoup d'une guerre atomique et de ses conséquences, ce qui poussa Hugo à stocker dans son chalet de chasse une petite provision de denrées alimentaires et d'objets de première nécessité. Louise trouva ridicule cette précaution. Elle se mit en colère et objecta que les gens en parleraient et que ça finirait par attirer les voleurs. Elle n'avait certainement pas tort, mais Hugo fit preuve d'un entêtement que rien ne parvint à fléchir. Il se plaignit de douleurs cardiaques et de crampes à l'estomac jusqu'à ce que Louise ait cédé. Après tout, elle s'en moquait. Le 30 avril, les Rutlinger m'invitèrent à les accompagner à leur chalet. J'étais veuve depuis 2 ans, mes filles étaient presque adultes, et je pouvais disposer de mon temps comme bon me semblait. À vrai dire, je ne faisais pas grand usage de ma liberté. J'ai toujours été sédentaire de nature, et c'est encore chez moi que je me suis toujours sentie le mieux. Mais j'acceptais presque toujours les invitations de Louise. J'aimais le chalet et la forêt, et 3 heures de voiture ne me faisaient pas peur. Ce 30 avril-là, j'acceptais donc leur invitation. Nous devions rester 3 jours, et personne d'autre n'était invité. Le chalet est une véritable villa de bois à 1 étage, construite en troncs massifs, qui aujourd'hui encore est restée en assez bon état. Au rez-de-chaussée, il y a une grande salle de style paysan, une chambre à coucher et une petite pièce. Au premier étage, entourée d'une véranda de bois, 3 petites chambres pour les invités. Je logeais dans une de ces chambres, la plus petite. À 50 pas, sur une pente qui descend vers le ruisseau, se trouve la maison du garde-chasse, qui n'est qu'une cabane d'1 seule pièce, et tout près de la route, un garage en planches. Nous avons fait le trajet en 3 heures, comme prévu, et nous nous sommes arrêtés au village pour aller chercher le chien de Hugo chez le garde-chasse. Ce chien, un braque de Bavière, appartenait à Hugo, mais il avait été élevé par le garde-chasse qui l'avait dressé. Si étonnant que cela puisse paraître, le garde avait obtenu du chien qu'il reconnaisse Hugo comme son maître. Par contre,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.